Allez, donnez-moi un bol de choc à pic, de la cocaïne, de la nitroglycérine, mélangez un peu tout ça, donnez ça à un ensemble de pilotes et qu'est-ce que ça donne? Ça donne le Grand Prix de Zandvoort, le chaos de la rentrée post-estivale. Je pense qu'on peut qualifier ça pour ce Grand Prix où on a eu tout et n'importe quoi, surtout des surexcités, des pilotes soit un peu endormis par la rentrée, soit surexcités un petit peu par la rentrée, en tout cas pas mal d'erreurs, c'est sûr dans l'ensemble. Et on va revenir sur l'ensemble de ce Grand Prix. Évidemment, on va aller en premier par le fait le plus marquant de ce Grand Prix, c'est l'abandon de Lando Norris. Cruel, cruel, mais on va revenir sur l'ensemble de ce week-end et ce qui lui aura coûté, ce qui lui aura manqué en tout cas ce week-end, quoi qu'il arrive, pour aller chercher le petit plus face à Oscar Piastri, mais il perd très très gros. Dans un second temps, on va revenir sur le zéro pointé Ferrari et je pense qu'on va vraiment décortiquer plus en détail d'abord la performance de Lewis Hamilton, l'erreur de Lewis Hamilton sur ce Grand Prix qui coûte très cher, mais aussi le contraste qu'il y a avec Charles Leclerc, je trouve déjà rien que dans la manière d'aborder ce week-end, de les retours, tout. D'abord, on va rentrer dans le détail sur cette partie-là parce que je trouve que c'est assez inquiétant pour Sir Lewis. Et puis on finit par la Macarena, on y va à fond. Le Français Isaac Hadjar qui signe le premier podium français le plus jeune de l'histoire, rendez-vous compte, de la France. Cocorico, et puis dans le top 5 des plus jeunes pilotes à monter sur un podium. C'est fantastique. Il nous a fait un week-end vibrant, un week-end XXL. Il nous en a mis plein les yeux. Et ça, c'est avec Enfin Bon, bien sûr! On attaque tout de suite le décortiquage de ce Grand Prix aux couleurs de ton bronzage, tout simplement, la couleur papaye. Et tu aimes la couleur papaye parce que c'était encore la thématique de ce week-end, dominé encore une fois par les McLaren qui sont littéralement un cran au-dessus de la concurrence. Vraiment, essai jusqu'au qualif, on n'a pas vraiment cru qu'il y avait cette fois un happening comme on a pu le voir en Hongrie où Charles était venu chercher la pole. Cette fois, non, c'est vraiment standard, on est resté aux normes, les McLaren devant, le reste loin derrière. Et donc le duel a été lancé, mais dès le début, on peut dire que déjà Lando Norris s'est mis un peu en difficulté et on retrouve le schéma de cette saison finalement, encore une fois. Lando Norris qui était plutôt bon sur les essais et vraiment on s'attendait à ce qu'il décroche plutôt la qualification, mais petit à petit on a senti qu'Oscar était en train de parfaire ses réglages et il revenait tranquillement pendant les essais. Et puis le D-Day, la qualification, Lando Norris vient échouer à 12 petits millièmes, c'est dire l'écart minime qu'il y a entre ces deux hommes, vraiment à quel point les deux sont ultra performants et sont si proches, mais cette fois encore c'est Norris qui a échoué à si peu dans un moment clé. Et c'est vrai que cette année, les qualifications, c'est un peu son petit péché, Ça, c'est là où il pêche. Et malheureusement, sur des circuits, c'est compliqué de dépasser comme à Zandvoort. Et d'ailleurs, je ferai un petit passage là-dessus, parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents, d'excités. Donc forcément, on va devoir revenir là-dessus dans le dernier volet. J'y consacrerai un petit quelque chose. Forcément, ça conditionne un peu le Grand Prix de Lando Norris, en tout cas du deuxième derrière le premier. C'est-à-dire que le premier a un grand avantage tant qu'il reste premier, bien sûr, au premier virage. Mais voilà, Oscar Piastri avait fait la pole et derrière, qui pouvait arriver, va arriver. Non, en plus, Lando Norris va pas pouvoir réellement le passer parce que c'est vrai qu'au circuit de Zandvoort, le premier virage, il arrive très vite, donc c'est assez compliqué. Mais en plus, il y a notre ami Max Verstappen qui va tenter justement de s'immiscer un petit peu dans ses McLaren et va mettre des softs.
stratégie donc agressive, là où tout le monde va partir un peu en médium. Max Verstappen va mettre des softs pour avoir un meilleur départ, donc plus de grip au départ, plus de température qui monte dans les pneus, et donc sur les premiers tours il va être très rapide, et ça va lui permettre donc de passer Lando Norris sur une manœuvre où il a failli perdre sa voiture dans le banking, hein, mais il la récupère, la manœuvre du champion. Il passe devant Lando Norris, et là derrière, en fait on a un schéma où on a compris que Lando Norris, ça serait très compliqué déjà pour lui de gagner le Grand Prix. Pourquoi? Parce que l'écart avec son coéquipier autant autour, il est très faible, il est autour d'un dixième, on l'a dit, peut-être 2 max. On va voir d'ailleurs qu'il est plus rapide qu'Oscar Piastri globalement sur la course, qui arrive assez souvent cette saison, qu'il soit un tout petit peu plus rapide que lui. Sauf que voilà, il va passer un peu de temps derrière Max Verstappen, il va devoir le dépasser, le temps de se défaire, il a 4 secondes, et il va passer son temps à essayer de récupérer ces 4 secondes sur Oscar Piastri malheureusement. Et puis derrière, Oscar Piastri, il va divinement bien conduire, malgré les voitures de sécurité qui vont arriver, autres. Il n'y aura pas de fenêtre de tir, d'autant plus que comme il y a des accidents, on va en parler, qu'il y a eu quand même beaucoup de grabuge, il y a eu pas mal d'arrivées de voitures de sécurité. Quand ça a été le cas, McLaren n'a pas pris de risque et a fait rentrer les 2 pilotes au stand, donc il n'y a même pas de moyen de le passer en fait, ou de mettre de la pression pour passer en fait Oscar Piastri pendant qu'il était au stand en faisant un undercut ou quoi que ce soit. Là, c'était vraiment pas possible. Et puis le coup du sort va s'en mêler. Lando Norris, donc à 7 petits tours de la fin, alors qu'il est assuré de cette deuxième place. Honnêtement, il peut pas aller vraiment chercher la première, mais c'est pas si grave, ça reste un résultat ok. Eh bien, sa voiture s'arrête net, et là, les dégâts. Aïe, aïe, aïe. Cette image-là, l'image de la voiture qui s'arrête sur le bas-côté avec le moteur, quand j'ai vu les premiers prémices de fumée, j'ai fait oh là là. C'est revival des images de 2016 lorsque Lewis Hamilton se bat avec Nico Rosberg. Alors il restait moins de Grands Prix, je crois qu'il en restait 4 ou 5, et que sa voiture le lâche en Malaisie alors qu'il est en tête. Et là sa voiture le lâche alors que Nico Rosberg lui est 4e, et à ce moment-là il perd le championnat, Lewis Hamilton, parce qu'il va venir remporter les derniers Grands Prix, mais en fait Nico Rosberg a tellement d'avance qu'il va juste temporiser et prendre toutes les deuxièmes places qu'il faut jusqu'à la fin de la saison, et remporter ce championnat en 2016. Cette image, le parallèle, il est énorme là. Et puis, pas parce que Lando Norris, il perd 25 points. Alors, il reste du temps. Il reste quand même 9 grands prix pour Lando Norris. C'est pas la catastrophe, mais il se retrouve à 34 points d'Oscar Piastri. Mais ce qui est évidemment préjudiciable, c'est qu'il se retrouve vraiment plus du tout à portée de tir de l'Australien, et surtout que actuellement les deux, c'est très très serré entre eux, et donc reprendre des points Oscar Piastri, c'est déjà très compliqué pour Lando Norris, mais si en plus de devoir reprendre ses points, il doit en reprendre énormément d'ici la fin de saison, l'affaire s'annonce très très compliquée. Il a dit lui-même, maintenant il est dos au mur, il n'y a plus de pression, ça c'est sûr, puisque maintenant il est complètement outsider pour ses 9 derniers Grands Prix, c'est all-in. Allez, on enchaîne avec oh mamma mia, oh mamma mia. Lewis, qu'est-ce que tu fais? Oh là 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 là, la catastrophe italienne, les pâtes brûlées, les carbos en furie, du curry dans la carbo, enfin bref, n'importe quoi. Lewis Hamilton qui est parti à la faute. On rappelle malheureusement que Lewis Hamilton a fait un début de saison extrêmement moyen. On va vraiment mettre à part sa victoire sur la course sprint Chine, puisque c'est une course sprint. Le reste, il sort quand même les rameurs par rapport à Charles Leclerc. Il est quand même assez loin derrière. Et là, Lewis Hamilton, qualifié juste derrière son coéquipier. On sentait que c'était un peu mieux, mais bon, moi, on va revenir justement sur le détail, parce que je trouve qu'au-delà de l'écart, c'est pas beaucoup mieux. Je sens pas vraiment qu'on a encore du grand Lewis, malheureusement. Et il va venir dans le banking alors qu'il y a quelques petites gouttes d'eau partir à la faute, en fait, mettre les roues un peu trop sur le tarmac avec la peinture, et forcément comme il pleut, c'est extrêmement glissant. Il va perdre le contrôle très rapidement, il va donner un petit coup de volant pour réajuster, mais c'est trop tard. Il est sur la partie glissante avec son pneu droit du banking, et en fait il tire un peu tout droit et ça l'emmène dans le mur. Il va taper le mur malheureusement sur cette erreur, et ça fait très très mal à Lewis, très très mal.
On l'a vu sa tête et même à l'interview après. Mais en fait, le problème, c'est qu'évidemment, il le dit lui-même, c'est des erreurs qui m'arrivent pas souvent. Mais là, le problème, c'est qu'elle arrive à ce moment-là. Elle arrive sur un moment où il est très en difficulté, où il doit vraiment absolument dans cette deuxième partie de saison prouver quelque chose et il refait cette erreur. Pourtant donc en qualification, on l'a dit, il était pas loin de Charles, il est qualifié à un petit dixième, c'était correct. Seulement voilà, la Ferrari n'était pas du tout à l'aise à Zandvoort et moi ce qui m'inquiète vraiment sur Lewis Hamilton, c'est l'énorme différence entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton sur le retour par rapport à ses performances à Zandvoort. Dès le début du week-end, donc, on a senti que les Ferrari n'étaient pas du tout à l'aise sur la Zandvoort, que c'était très compliqué pour elles. D'ailleurs, elles ont galéré sur les réglages. Elles les voyaient 13e, 14e et 16e, je crois, aux essais libres. Un très très loin. Le temps un peu de se remettre dans le pipe et quand même de décrocher une 6e, 7e place aux qualifs qui sont assez moyennes, hein, faut le dire. Mais la Ferrari était tellement en détresse aux essais que finalement en qualif on n'est pas si mécontent pour l'écurie Ferrari qu'ils s'en tirent avec la 6e et 7e place. En revanche, l'attitude, le feedback, il est complètement différent entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Pour Charles Leclerc, c'est plutôt un mauvais tour, des mauvais réglages, la voiture est pas à l'aise, il sent que c'est vraiment que ça prend pas du tout. C'est plutôt très mauvais pour lui, c'est une séance de qualification plutôt ratée. Il n'a pas de sensation dans la voiture. Voilà, donc on sent que le pilote est pas du tout content. Il fait le dos rond, il dit on va essayer de ramener le maximum de points, mais c'est vraiment compliqué. Puis je suis pas à l'aise, je suis pas content de ce que j'ai fait. Donc globalement, on est sur un Charles moins. Quand Lewis Hamilton arrive plutôt content et dit voilà, j'ai senti des bonnes sensations, c'était plutôt pas mal. On a un peu galéré au début, mais là on est revenu. Je suis plus proche de Charles. Et là c'est dur parce qu'en fait Lewis Hamilton il a quasiment le mindset d'un pilote numéro 2 là. Ce qui est pas du tout attendu de lui. C'est-à-dire qu'en fait, il est content d'être à seulement un dixième de Charles Leclerc en qualification parce qu'il est tellement en difficulté que maintenant, il a un mindset de numéro 2. Et ça, c'est hyper dur parce que Lewis Hamilton, il est 7 fois champion du monde parce qu'il est arrivé chez Ferrari clairement pour se bâtir une écurie, pour aller chercher ce 8e titre qu'il n'arrivait pas à aller chercher avec Mercedes. Et là, il est nulle part. Et cette erreur, elle est très dommageable, elle fait très mal. Et encore une fois, sur ce Grand Prix, il n'y a pas photo hein, entre lui et Leclerc. Il y a encore une grosse différence. Alors évidemment, Ferrari ressort avec un 0 pointé, mais on a deux courses qui sont très différentes. Lewis Hamilton, il est resté très longtemps derrière Russell, complètement bloqué, sans vraiment solution pour aller le chercher, le dépasser. Quand Charles Leclerc nous a fait alors le dépassement de l'année, alors oui, c'est un peu limite, c'est vrai, mais alors franchement, ça c'est la Formule 1, ça c'est les dépassements qu'on aime. Hein. Franchement, moi j'étais on fire quand je vois des dépassements comme ça, au panache, sur un virage où il y a quasiment pas d'espace, il se jette clairement en prenant l'extérieur puis l'intérieur du virage un peu courbé. Il chausse la moitié de ses pneus sur l'extérieur de la piste pour chevaucher et s'imposer devant Russell et faire le déplacement clairement pour moi du Grand Prix Charles Leclerc. Franchement, c'était impressionnant. Et voilà, derrière, il a essayé de pousser les revenus. On sent qu'il avait un très bon rythme avant, évidemment, de se faire percuter par Antonelli. Donc, on l'aura compris, même la course, la physionomie de course entre les deux, je trouve qu'elle est pas du tout pareille. Et j'ai trouvé Lewis très en retrait sur l'ensemble du week-end, si on prend tous ces paramètres en compte, par rapport à la performance de Charles Leclerc, qui, on l'a dit, s'est fait percuter par Antonelli. Donc, c'est pas vraiment de sa faute. Bon, c'est une erreur d'Antonelli, mais c'est une erreur d'incident de course, un peu de rookie. La rookie mistake, voilà, il s'est vu un peu trop beau, il a tenté à l'intérieur sur le banking. Bon, le banking, on prend l'extérieur parce que justement, on a plus de grip sur l'extérieur, on emmène plus de vitesse, et c'est très 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 compliqué évidemment de doubler en intérieur parce que la piste est très sale sur l'intérieur du banking où les voitures ne passent pas et on emmène moins de vitesse et donc forcément, là, il a pas pu rectifier la trajectoire, il est venu percuter Leclerc. Bon, incident de course, mais en tout cas, Lewis Hamilton, très décevant. Cette deuxième partie, elle commence très mal, cette deuxième partie de saison. Et il faut être honnête, hein, on va scruter à la loupe, malheureusement maintenant, les performances de Lewis Hamilton, parce que pour moi, s'il continue comme ça sur la deuxième partie de saison, ça va être compliqué et il va être sous pression dans pas si longtemps que ça. C'est-à-dire qu'il a eu la carte joker, je suis arrivé dans une nouvelle équipe pour les 6 premiers mois.
mais elle va pas passer beaucoup de temps. Allez, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il y a Monza qui pointe le bout de son nez et que si c'est le moment de faire une performance remarquée chez les tifosi et de marquer leur cœur, bah c'est maintenant, Lewis. Allez, il y en a un qui a marqué nos cœurs au fer rouge, le fer blanc, le fer bleu, le fer rouge, le fer bleu, blanc, rouge. C'est le cocorico monstrueux pour Isaac Adjar qui décidément ne cesse d'impressionner après sa toute petite bourde. C'est vrai, en Australie, c'était l'erreur de la saison. Depuis, il nous offre vraiment des grands prix de qualité et là, il est arrivé en patron quand même, s'il vous plaît, sur ce Grand Prix de Zandvoort. C'est incroyable. Son week-end est incroyable parce que le début du week-end pour Red Bull VB Cash, il a roulé à peine 5 tours, je crois, 5 ou 6 tours pendant les essais libres 1, des problèmes mécaniques. Donc il n'a pas pu vraiment se situer. Il arrive aux essais libres 3 en ayant très peu roulé, franchement. Et là, il trouve directement les bons réglages et il vient chercher une 4e place sur la grille. Déjà, c'est monstrueux. Enfin, la construction du week-end a amené déjà avec très peu de réglages sa voiture en 4e place, c'est déjà génial. Et derrière, le rythme, la défense, la stratégie, tout y était. Alors Red Bull VBK évidemment a été aidé un petit peu par les différents incidents de course, a pu rentrer au stand parce que ça aurait été peut-être compliqué de tenir surtout le circuit contre Charles par exemple. Mais la course elle était parfaite. La course était parfaite, le rythme était impressionnant surtout. Et puis il y a encore un gap avec Liam Lawson, c'est vrai, qui fait une qualif plutôt honnête à la 8e place, qui d'ailleurs n'en était pas content parce qu'il a tout de suite compris que son coéquipier à la 4e place ne ferait pas le même résultat que lui. Mais dans le rythme de course, on l'a bien vu, hein, Lawson il était à 10-15 secondes de son coéquipier. Et puis sous la pression, Lawson il va avoir cet accrochage avec Carlos Sainz. Alors bon, alors ça, les gars, les commissaires, la blague. Allô, les mecs, vous n'avez pas la même télé que nous. Ce n'est pas la même réception satellite. Vous êtes encore apparemment au câble RG45 parce que là, vous avez loupé la scène où Carlos Sainz tente de faire un extérieur sur Liam Lawson et Lawson décide de l'ignorer. Ce qui fait que les deux se rentrent dedans et on considère que c'est Carlos Sainz donc le fautif. Parce qu'en fait Carlos Sainz, et oui, selon les règles des commissaires, tenez-vous bien, il faut que la voiture, c'est-à-dire à l'avant de la voiture, soit devant l'autre. Ça, Carlos Sainz était furax et d'ailleurs les commissaires ont refusé de rencontrer Carlos Sainz, hein, c'est dire. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Donc voilà, cette décision est incompréhensible. Je fais une aparté là-dessus parce que c'est n'importe quoi en fait. Clairement, il y a complètement une erreur de Liam Lawson qui ignore complètement la voiture qui se trouve à côté de lui. Que la voiture soit pas passée en totalité et qu'on considère que donc ça soit pas vraiment la tentative de dépassement soit accomplie. Ok, mais en fait, on n'est pas censé ignorer les tentatives de dépassement sur nous pour passer les virages. Sinon, forcément, les voitures se rentrent dedans. Donc normalement quand c'est ça, bah, on pénalise le pilote qui a ignoré, qui a pas regardé dans ses rétros pour voir si quelqu'un le dépassait. Voilà, là non, et on a collé en plus 10 secondes à Carlos Sainz, ce qui est énorme. Donc l'Espagnol furax et bah voilà, en même temps il a pas tort. Bref, pour revenir sur donc la différence vraiment entre Lawson et Isaac Adjar ce week-end, bah Lawson plus en retrait forcément, pas mauvais hein, mais plutôt en retrait et puis bah avec cette erreur forcément parce que moi je considère que c'est son erreur, même si on a collé 10 secondes à Carlos Sainz, bah, il a mis en l'air sa course, et derrière Isaac Hadjar, donc 4e, qui va bénéficier donc de l'abandon de Lando Norris pour venir signer son premier podium de la saison, son premier podium en F1, le pilote le plus jeune parmi les Français ayant signé un podium. Ça y est, il rentre déjà dans l'histoire, Isaac Hadjar, hein, de cette saison XXL, et il rentre dans le top 10 du classement, et oui, avec 34 points désormais. Donc très présent, Isaac Hadjar, on l'aura vu vraiment sur toute la saison, vraiment toujours dans ce top 10, assez récurrent, toujours en bataille et impressionnant sur l'ensemble du week-end. Il est récompensé. Bah les gars, faut pas se mentir, hein. Yuki Tsunoda, il a encore été anonyme. Là, cette fois-ci, il a exactement la même voiture que Max Verstappen, donc bon bah il peut pas se plaindre. Et puis il finit 12e. Pourtant, il a bénéficié d'effets de course comme tout le monde. Il n'y a pas eu de problématique spécifique. Il avait la possibilité de dépasser, il avait la possibilité de bénéficier des abandons et des problèmes devant lui. Et bah il finit même pas dans les points. Donc bah entre lui
et Isaac Hadjar qui marque des gros points, bah je crois que l'avenir est tout tracé chez Red Bull. On essaye évidemment de préserver le jeune français. C'est pour ça qu'il n'est pas propulsé encore, mais la deadline est tombée. L'écurie Red Bull prendra la décision à Mexico de remplacer Yuki Tsunoda ou non. Bah écoutez, je crois qu'on sait par qui. Hein. Pas tourner autour du pot les gars. On revient pour terminer sur le sentiment de ce circuit un petit peu au calendrier, de tout ce qui s'est passé, parce qu'il y en a eu des événements. On a été sur un week-end très 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 animé. Il y a eu beaucoup d'erreurs pilotes, on l'a dit, mais il y a eu aussi l'apparition de la pluie de temps en temps. On a eu tout, hein, des erreurs pilotes, on en a eu pendant la course, mais aussi pendant les essais. Et Lance Stroll 2 fois. Hein Ben, pour ceux qui ont écouté le dernier podcast, puisqu'on a un fan invétéré du Canadien. Petite dédicace. Mais en tout cas, voilà, on a eu beaucoup d'erreurs sur ce circuit. Et c'est ce qu'on aime aussi sur le circuit de Zandvoort. Hein. C'est un circuit extrêmement exigeant à l'ancienne, hein, assez serré, avec ce banking, avec cette trajectoire très lissée. Et dès qu'on sort de la trajectoire, en fait, c'est hyper poussiéreux. Et puis sur les côtés, assez punitif, hein, gravier, gazon. Les limites de la piste, elles sont naturelles. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'erreurs de pilotage. Et puis on a eu des accrochages d'un autre côté. Parce qu'en fait, la piste, et c'est un peu le défaut, et c'est là où je rebondis, c'est que la piste ne permet pas vraiment de dépasser. On l'a vu, Lando Norris nous a fait un retour en disant qu'il fallait à peu près 8 dixièmes à minima d'écart avec la voiture devant, donc aller 8 dixièmes plus vite pour espérer faire une tentative de dépassement. Franchement, c'est énorme, hein, avoir 8 dixièmes autour, faut vraiment être beaucoup, beaucoup plus rapide que la voiture devant. C'est pour ça que ça nous a donné des trains assez DRS, assez ennuyeux hein, pendant cette course. Ce qui a animé la course, c'est les erreurs de pilote en fait, de pilotage, et c'est les tentatives de dépassement un peu chaotiques hein, quand il y en a qui se sont chevauchés. On pense à celles qui ont réussi, celle de Charles Leclerc, celles qui ont raté, celle de Carlos Sainz sur Liam Lawson. Mais dans l'ensemble, en fait, c'est parce que la typologie du circuit par rapport aux voitures actuelles, et c'est là qui est important, c'est que les voitures actuelles sont assez larges. L'année prochaine, on passe sur la réglementation 2026. On va perdre 20 cm en largeur. Et moi, je pense que ce circuit de Zandvoort, malgré l'attrait, la beauté, la difficulté de ce circuit, je trouve qu'il s'essouffle un peu avec le temps sur le calendrier. Parce que forcément, on n'a pas de possibilité de dépassement énorme. Et je pense qu'heureusement qu'on passe sur une réglementation 2026 où les voitures sont moins larges et ça nous laissera peut-être plus de possibilités de dépassement sur le futur. Parce que voilà, ce Grand Prix peine un petit peu à diffuser de la magie, on va dire. Il y en a eu là, mais honnêtement, c'était beaucoup parce qu'il y avait des erreurs de pilotage. Si on les enlève et qu'on a des pilotes un peu clean, on aurait eu une course, je pense, assez ennuyeuse, malheureusement. Et pour conclure, je ne dirai qu'une chose. Autodromo di Monza. Voilà, je crois que tout a été dit. Donc la semaine prochaine, le prochain Grand Prix, c'est le Grand Prix de Monza en Italie. Il faut pas se leurrer, la pression va être énorme sur la Scuderia et principalement Lewis Hamilton qui sort d'un week-end très compliqué. La Scuderia sort d'un zéro pointé, il faut absolument redresser la barre. On sait que l'année dernière, ils ont remporté ce Grand Prix. Globalement, ils s'arrangent quand même pour tout miser sur ce circuit chaque année et ils ont quand même des performances plutôt très très bonnes à Monza. Donc ça serait pas étonnant de voir Ferrari sur les devants de la scène puisqu'ils l'ont remporté en plus l'année dernière. Mais là, il va falloir aussi suivre de près les performances de Lando Norris parce que si les Ferrari viennent se mêler à la bataille, ça sera le moment pour Lando Norris de reprendre des gros points parce qu'il en a 34 de retard, on l'a dit. Autodromo di Monza. Et c'est avec un fin bon, bien sûr.